Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Et nous sommes le mardi 10 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance lorsqu'elle tourne autour d'une géante rouge de dette. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Xi Jinping à Davos. Alors pourquoi pas Trump à la fête de l'UMA? Oui, l'événement, c'est que Davos va héberger pour la première fois le numéro 1 chinois. Alors on avait déjà eu une visite d'un premier ministre chinois, mais pas du Big Chief, du suprême représentant de l'Empire rouge, qui est devenu également un empire de dette, une géante rouge de dette, comme je le disais en préambule, puisque les entreprises chinoises avouent que leur endettement représente 170% du PIB chinois. Et ça, c'est sans compter le shadow banking, c'est-à-dire en fait ces prêts que les entreprises ont obtenus auprès d'autres entreprises ou auprès d'organismes parafinanciers. À combien se monte le surendettement des entreprises chinoises? Difficile à dire. Allez, nous allons avancer un chiffre, on va dire de façon un peu conservatrice, qui serait de 250% du PIB chinois, ce qui pourrait être bien davantage d'ailleurs, puisque dans les entreprises, il faut compter également les promoteurs. Or, vous le savez, il y a plus de 65 millions de logements inoccupés et invendables d'ailleurs en Chine, qui sont donc sortis de terre, qui ont été construits, qui ne seront pas vendus. Autrement dit, les banques qui ont prêté aux promoteurs ne sont pas prêts de revoir leurs billes. Alors est-ce que M. Xi Jinping vient à Davos pour rassurer quelque part, rappeler qu'il dispose de réserves de change qui s'élèveraient encore à 3,3 trilliards, 3300 milliards d'équivalent dollars. D'autres pensent que c'est moins, qu'on serait maintenant revenu aux alentours de 3000 milliards. Parce qu'il faut rajouter une chose, bon, je vous parlais de la Chine hier et j'attirais votre attention sur le fait que c'était peut-être l'un des pays les plus dangereux pour l'économie mondiale depuis le Japon des années 90. Oui, parce que si les Chinois se voient imposer une restriction de 50 000 dollars convertibles, l'équivalent de 50 000 dollars convertibles du yuan vers une autre devise, sachez que pour les entreprises chinoises, il n'y avait jusqu'à présent aucune restriction sur les masses d'argent qu'on pouvait investir à l'étranger, du moment que ça permettait d'acquérir éventuellement de nouvelles technologies. Alors, on a vu, par exemple, le numéro 1 chinois de l'hôtellerie tenter de mettre la main sur Marriott aux États-Unis. Puis bon, Pékin a mis le carton rouge, a interdit la transaction. Peut-être qu'à partir de 2017, ce genre de transaction pourrait être accepté. Vous voyez, ça bouge dans l'empire du milieu. Mais que faire du surendettement des entreprises chinoises? Alors, les réserves de change, qu'est-ce qu'on fait? On les vend pour recapitaliser les banques qui ont trop de créances douteuses. Mais à ce moment-là, qui va acheter les T-bonds, les eurobonds que la Banque centrale de Chine serait obligée de vendre, et elle les vendrait au moment où on se remet à anticiper de l'inflation en Occident. La Chine essaierait de vendre au moment où plus personne ne veut de bons du trésor. Ça ne semble pas vraiment tomber au meilleur moment. Mais bon, la Chine continue de faire des prévisions optimistes. Après 6,7% de croissance en 2016, ça serait 6,5% en 2017. Alléluia! Aux États-Unis, on est également très optimiste. Le consensus des analystes et des grands économistes des principales banques américaines anticipe pas moins de 3 années consécutives de croissance à 2 chiffres des bénéfices des entreprises américaines grâce au Trumponomics. Alors quand on voit ça, on se dit tout de même que ce genre de prévision est simplement destiné
à justifier les multiples absolument mirobolants, les PER astronomiques des entreprises américaines. Oui, si vous croyez vraiment qu'on peut avoir 3 années de croissance à 2 chiffres des bénéfices, alors à 5540, à 20 000 pour le Dow Jones, eh bien, les indices américains sont à peu près bien valorisés. Enfin, c'est ce qu'ils devraient valoir en 2020 si tout va bien, si les 3 années de croissance de bénéfices se matérialisent. Oui, là, un Dow Jones à 20 000, un Nasdaq à 5540, ça fait du sens. Mais aujourd'hui, après une série d'années où les bénéfices ont toujours été au moins d'un tiers inférieurs aux attentes, et on a même eu une année où les bénéfices ont reculé, ce qui n'a pas empêché la bourse de continuer de s'envoler, vous voyez bien qu'il n'y a pas de corrélation entre les profits réels et l'estimation qu'on fait de ces bénéfices dans les cours de bourse. Mais en fait, plus personne n'estime quoi que ce soit dans les cours de bourse, puisque ce sont les banques centrales qui font le marché, qui régulent les hausses et les baisses à coup d'ETF. Et on voit que maintenant, les Sherpas, c'est-à-dire en fait les grands institutionnels financiers qui travaillent la main dans la main avec les banques centrales, sont capables d'arrêter le Dow Jones à 19 999 et 63 centièmes. Donc vous voyez que tout est absolument sous contrôle. Et peut-être que la mission de Xi Jinping à Davos va être de convaincre également les marchés que tout est sous contrôle en Chine. Alors Xi Jinping, c'est un des chefs d'État les plus inaccessibles sur la planète. C'est l'homme qui ne tweete jamais. Alors forcément, ça sera la grande attraction de Davos. La Chine risque aussi d'être la grande attraction de l'année 2017, mais peut-être pas pour le plus grand bonheur des marchés.